Boum! Regardez ces images, elles sont absolument incroyables. Nous sommes le 25 mars 2026. Il y a plusieurs points de vue qui ont été enregistrés. Il y a même les Iraniens qui ont annoncé avoir abattu cet F-18. Cela, plus tard, a été démenti par le CENTCOM. Alors, accrochez-vous bien d'ailleurs pour la communication américaine. Ils ont précisé que pas d'avion américain n'avait été abattu. Ce qui ne veut pas dire qu'aucun avion américain n'a été visé. Car en fait, ce que l'on va voir dans ces images, c'est qu'effectivement, un F-18E ou F, donc un Super Hornet de la Navy américaine, est pas passé loin de prendre un missile, ce qui va nous amener à nous poser quelques questions sur le niveau de risque autorisé par le politique à l'armée américaine pour accomplir sa mission. Allez, on attaque une vidéo assez technique, assez tactique, juste après le jingle. Roger, ball. Alors comme vous le savez, à l'heure actuelle, on a toujours l'opération Epic Fury. Plus de 10 000 cibles ont été traitées par les Américains. Vous avez des bombardiers, vous avez des avions de chasse. À l'heure actuelle, on sait qu'il y a des B-52, des B-1 qui décollent d'Angleterre. Certains même ont traversé la France, des B-52, pour ensuite aller au-dessus du territoire iranien. Vous avez les B-2 qui font toujours en mission depuis les États-Unis. Et vous avez les F-18E et F, mais également du F-35 et du Growler, qui ne sont plus mis en œuvre depuis le Ford. Le Ford est en crête, les images sont arrivées, il est en escale, et d'après certaines sources, il va peut-être avoir pas mal de réparations à faire du fait d'un incendie que l'on a déjà traité sur la chaîne. Et l'autre porte-avions, le Lincoln, met de son côté en œuvre des aéronefs qui sont plutôt utilisés dans l'est du pays. Et là, nous sommes justement dans l'est, à 100 km de la frontière pakistanaise, dans une ville où il y a plusieurs petits ports, dont certains ports abritent, d'après Google Earth, ou abritaient des speedboats. Et d'après les analystes aux Indes, que l'on retrouve sur X, vous avez cette zone qui serait la zone probable, donc c'est quand même plus que du probable, c'est du probable fort, où les images ont été tournées. Alors maintenant, on va regarder un petit peu cette image. Vous voyez une passe de tir. On ne voit qu'un seul aéronef. Donc on ne sait pas s'il s'agit d'une passe dite shooter. Vous avez le leader qui fait sa passe de tir, qui fait sa ressource, et après vous avez le numéro 2 qui arrive quelques secondes derrière, ce qui forcément facilite un ciblage par un missile infrarouge. D'ailleurs, vous verrez lundi ou mardi, quand on va sortir la vidéo sur le Ka-52 détruit par un drone, que ce n'est pas le leader, mais c'est l'équipier qui a été touché. Et les Ukrainiens partageant un peu plus d'images presque que les Iraniens, on arrive à mieux comprendre la situation globale. Mais là, on voit un aéronef qui fait sa passe de tir, qui fait sa ressource. Dans les textes, souvent ce genre de ressources aux alentours de 4G, et après derrière, qui part en virage. Alors là, il y a un point intéressant. Pourquoi partir en virage après une passe de tir ? Eh bien, en fait, il y a deux possibilités. La possibilité numéro 1, c'est tout simplement que le pilote avait prévu de partir à gauche. Donc, attention, les images que l'on a ont pu être inversées. Vous savez que l'effet miroir. Donc, c'est pas évident, même avec les images que l'on a, de savoir exactement si ça part à gauche ou à droite. Dans tous les cas, dans la plupart des pays, vous allez faire une passe canon, une ressource, un dégagé à gauche. Pour des raisons, en fait, souvent liées à l'armement, et la plupart des canons vont faire des ricochets, plutôt tendance à partir à gauche. À partir de là, on est mécanisé à partir en break vers la gauche. L'autre raison pour laquelle vous partez en break vers le côté, c'est généralement parce qu'après vous allez remonter dans ce qu'on appelle la vente arrière pour vous repositionner, pour refaire le tir. Vous avez des circuits de piste quand on veut se poser ou des circuits d'appontage. Vous avez également des circuits de passe canon, ce qui vous permet en fait de vous repositionner rapidement et ensuite de rattaquer votre cible, de faire une réattaque sous le même axe si vous estimez que la menace est faible. Donc nous avons un virage qui peut être enclenché soit pour des raisons tactiques, il décide de partir pour s'éloigner d'une menace potentielle, par exemple partir vers la mer, soit pour des raisons sécuritaires, éviter des ricochets, soit pour des raisons de géométrie, repartir en vente arrière pour refaire une passe, ou alors en réaction face au départ missile. Pourquoi en réaction face au départ missile ? Parce que la doctrine, on peut retrouver en source ouverte, c'est pareil depuis le Vietnam, veut que si vous voyez un départ missile, vous allez breaker vers ce missile. Vous allez en fait
réduire l'angle de manière à poser un souci de géométrie au missile, et le fait de breaker vers le missile a généralement tendance à faire passer le missile derrière vous parce que vous refermez l'angle si vous voulez. Le missile, lui, ce qu'il détecte, c'est la source de chaleur de vos réacteurs. Donc déjà, généralement, si vous écoutez la vidéo, si vous regardez, on ne voit pas les flammes derrière le F-18 quand il descend. Il n'a pas la post-combustion. Il est plutôt plein réduit au niveau des gaz. Vous réduisez votre signature infrarouge quand vous êtes sur une passe canon. Et une des raisons de la réduction de cette signature infrarouge aussi, c'est que vous êtes en train de descendre. Donc vous achetez du temps. Si vous êtes plein gaz, le nez vers le bas, forcément ça accélère extrêmement vite et ça vient gêner votre passe canon. Ensuite, lors de la ressource, on ne voit pas la post-combustion. On voit donc qu'il y a une hygiène infrarouge mise en œuvre par l'équipage. Et le point que l'on ne voit pas par contre, c'est des leurres. Donc vous pouvez faire du tirage de leurres préventifs. Le fait de tirer des leurres préventifs a tendance à empêcher / dissuader des opérateurs du système solaire à vous tirer dessus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps au niveau de leur pile pour pouvoir vous accrocher et vous ouvrir le feu. Et s'il y a des leurres, la plupart des systèmes de base ne vous disent pas si l'autodirecteur du missile est accroché sur les leurres ou est accroché sur l'avion. Donc généralement, ça dissuade, d'où du leurrage préventif, qui généralement est fait d'ailleurs. Et ensuite, lors de la ressource, quand on remonte, on va souvent faire du leurrage préventif et également des jinks. Pourquoi des jinks? Des virages pour justement s'éloigner des leurres et également pour, s'il y a un missile, mieux le voir arriver et éventuellement déjà commencer à refermer de l'angle dessus. Alors là, on ne voit pas de jink, on ne voit pas de leurrage préventif, on voit un virage du côté du missile. Il est impossible de dire si c'est volontaire grâce à une prise de visuel du missile ou pas. Et si vous dites, si le pilote ou l'équipage avait vu le missile, il aurait largué, eh bien, il y a encore une petite strate qui est celle que sur des F-18 Super Hornet, il existe certains leurres infrarouges qu'on ne voit pas visuellement, qui sont très durs à voir. Alors, c'est ce qu'on appelle des bols. Alors, je ne sais pas s'ils s'en sont équipés, s'ils les ont, mais c'est une possibilité supplémentaire. Encore une fois, on pourrait vous faire une vidéo là-dessus et vous sortir plein de certitudes. Il y a plein d'analyses sur X là-dessus, où oui, il a breaké parce qu'il a vu. On peut vous dire plein de choses. Ou en fait, on peut essayer de vous éduquer, de vous permettre de comprendre au mieux et également vous montrer que j'ai fait ça pendant des années et malgré mes connaissances terrain, tactique, je ne peux pas vous dire précisément ce qui s'est passé dans le cockpit, car on va pas se mentir, j'y étais pas. Dans tous les cas, cette manœuvre du côté du missile permet justement d'éviter de prendre le missile qui a l'air donc guidé par l'infrarouge avec une faible charge militaire. On voit bien l'explosion derrière qui est derrière. Autre petit point, sur les F-18 ou sur certains avions de combat, vous allez avoir des leurres tractées. Ces leurres tractées vont généralement faire de la séduction et attirer les missiles vers vous. Alors il faut savoir que le leurre tracté, ça existe sur beaucoup d'avions de combat, néanmoins ça a des contraintes en termes de manœuvre. Donc quand vous commencez à prendre du facteur de charge, à faire des passes canons, j'ai jamais fait d'avion avec leurre tracté, mais je suis pas sûr, et d'ailleurs on n'en voit pas sur les images, que là, le leurre tracté était sorti. Mais il faut savoir que ça existe, et d'ailleurs les Indiens ont demandé à faire mettre en place sur Rafale des leurres tractés, et moi j'ai toujours pensé que c'était quelque chose d'extrêmement bien, car ça vous sauve une vie en fait. Ça permet à un missile que vous n'avez pas vu arriver d'aller taper derrière, et vous avez d'autres avantages, comme celui également sur certaines versions, comme l'Anal 55. Pour un leurre tracté, j'ai toujours trouvé que le terme était bien trouvé. Ça travaille en collaboratif avec votre système de guerre électronique embarqué. Maintenant, au niveau des menaces, donc on connaît les SATCP, les solaires très courte portée. Il a été question de missiles de nouvelle génération livrés par les Russes. Alors en fait, on sait il y a quelques mois qu'il y a eu un contrat entre les Russes et les Iraniens, un contrat à $1,5 milliard avec des Verba et des missiles 9M336. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que forcément, c'est de source ouverte, on arrive à le trouver qu'il y a eu des échanges de systèmes solaires et les Iraniens en sont équipés. Donc la grande question qu'on va se poser maintenant, c'est pourquoi y aller au canon. Alors sur Super Hornet, vous avez du M61. Ça a une cadence de feu incroyable, on est sur quasi du 6000 coups par minute et regardez ces images au sol, ça permet de saturer une petite zone de manière très efficace. Maintenant, en fonction de l'angle de votre attaque, de l'angle de piqué, c'est plus ou moins efficace et plus ou moins recentré. Vous avez deux grandes familles de passes canon. Les passes à faible angle de piqué, 10-20 degrés, qui vont vous permettre d'étaler un petit peu le long d'une roue de vos obus et qui vont vous
faciliter la vie en tant que pilote, parce que l'angle n'est pas trop fort et c'est facile à piloter, mais qui vont augmenter votre temps de vulnérabilité à basse altitude. Après, dans des zones quand même complexes, vous pouvez faire du fort angle de piqué. Là, on est en train de parler de 30, 40 degrés, on faisait ça. Moi, j'avais un collègue en unité de combat qui poussait pour qu'on fasse de la 40 degrés. Moi, je pense qu'il avait raison. C'est pas facile à mettre en œuvre, mais ça vous permet de réduire votre temps de vulnérabilité, d'être très discret d'un point de vue infrarouge, et bien de très bien concentrer l'impact de vos obus au sol. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis disposent d'autres atouts dans la zone. Vous avez des drones, même si certains ont été abattus. On sait qu'il y a une quinzaine de Reapers qui ont été détruits depuis le début de la guerre, des drones Hermès israéliens également. Mais vous avez des A-10. Le A-10, il a été conçu exactement pour ce type de mission. Il a un canon de 30. On l'a vu d'ailleurs, il a été annoncé comme ayant coulé certains navires, un navire je crois, ces derniers temps. Et après vous avez les F-15 ou F-16. Maintenant, moi ce que je remarque également, c'est ce qu'il y a sous les ailes du F-18. Alors, c'est très compliqué à voir. Là, je vais être en possible, mais en possible, il n'a pas grand-chose sous les ailes, ou il n'a plus grand-chose sous les ailes. Donc, il faut garder en tête qu'une fois que vous n'avez plus de bombes, vous pouvez continuer à ouvrir le feu, à avoir un impact avec le canon. De plus, généralement, vous allez préférer faire vos passes canon une fois que vous êtes dans une configuration légère, parce que faire la passe canon avec des munitions lourdes sous les ailes crée énormément de traînées, va gêner votre accélération après coup et rend l'avion beaucoup moins manœuvrant. Donc je ne serais pas étonné si on apprend qu'en fait l'avion avait tiré ses bombes, n'était plus équipé d'armement sous les ailes et a décidé après d'aller au canon pour continuer ses actions offensives, parce qu'il n'y avait pas d'autres atouts, des assets, comme on dit, pas d'autres aéronefs disponibles dans la zone. Alors là, on est clairement sur du possible. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce qui s'est passé de manière certaine, pour essayer de mieux comprendre et regarder vraiment ces images. Dites-moi si vous estimez, peut-être que vous savez retravailler les images, moi je n'ai pas les compétences dans la boutique là, pour pouvoir nous dire ce qu'il y a sous les ailes. Autre point, on a vu des images ces derniers temps. Généralement, les avions qui vont là-bas ont beaucoup de bidons. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir de bidons, c'est soit que les avions sont envoyés très proches du porte-avions, avec du ravito. Donc là, on sait qu'on n'est pas très très loin de là où est le porte-avions quand même, ce qui leur permet d'être plus manœuvrants, mais c'est quand même étonnant. Soit, eh bien, il les a largués. On peut très bien larguer les bidons en mer, mais encore une fois, c'est pas dans la doctrine classique. Si vous larguez vos bidons, ils vont finir par manquer assez rapidement, surtout sur un porte-avions. Donc là, c'est très peu probable, mais il faut savoir que les bidons sont largables. D'ailleurs, une fois sur Rafale, il y a eu du largage de bidons involontaire. Et moi, j'avais un collègue sur Super Étendard qui a perdu des bidons en vol, qui sont tombés. Heureusement, c'était dans une forêt, mais les bidons sont largables. Alors maintenant, on arrive au dernier chapitre, en fait, et se poser la grande question d'un point de vue niveau de risque. Alors d'un point de vue niveau de risque, pour faire simple, généralement, vous avez un niveau de risque qui est faible, comme à l'entraînement, un niveau de risque qui est moyen, tu peux généralement doubler tes pertes de l'entraînement. Un niveau de risque est fort. Je te confie 4 avions, tu rentres à 3. Si la mission est faite, ça va. Et un niveau de risque extrême, l'accomplissement de la mission est plus important que ta propre survie. Dans tous les cas, la manière de fonctionner, de manière très macro, et c'est comme ça même dans votre entreprise, c'est on doit identifier quelle est la menace réelle. Donc les services de renseignement doivent essayer de savoir quels sont les systèmes sol-air que tu risques d'affronter dans la zone où tu vas. Pour ça, il faut avoir une cartographie des différents systèmes qui existent. C'est pour ça que je vous parlais de la livraison des verbas en potentiel. Et là, c'est important, c'est pas la menace d'il y a 10 jours, c'est vraiment la menace pour le jour même. Ensuite, il faut évaluer le niveau de risque. Quel est le niveau de compétence des personnes au sol qui pourraient être amenées à mettre en œuvre cet armement, quel est leur niveau d'engagement, quelle est leur volonté de prendre le risque de vous tirer dessus également. Ensuite, une fois que vous avez fait cette analyse-là, vous allez normalement sélectionner les moyens que vous allez envoyer sur zone. Est-ce qu'il faut un avion furtif? Est-ce qu'il faut un bombardier? Est-ce qu'un F-18 c'est bon? Et derrière, vous allez également lui donner un type d'armement qu'il a le droit d'utiliser, une altitude minimum de vol et des règles d'engagement qui sont de son niveau, au niveau du cockpit, ou qui doivent être au niveau décisionnaire plus haut. Et donc, dans un cas comme ça, on a déjà vu d'autres images de passe-canon plusieurs jours avant sur le même port à Chabahar. Je crois que c'était le 15, donc c'est il y a 15 jours déjà envoyé des F-18. J'en avais parlé, que ça m'étonnait un petit peu parce que c'est vraiment que les Américains estiment que la menace est faible, et quelques heures après, on apprenait qu'un F-35 avait été touché. Je vous disais d'ailleurs dans ma vidéo de F-35, peut-être que les Américains vont rehausser la hauteur minimum de vol, vont-ils apprendre de ce retour d'expérience? Et là, on voit que la Navy, quelques jours après, a failli perdre un F-18 pour des raisons assez similaires. Donc là, ce qui est intéressant,
c'est de se poser la question, quel est le transfert de retour d'expérience qu'il y a actuellement entre l'US Air Force et l'US Navy. Il ne faut pas sous-estimer le fait que c'est deux boutiques avec deux ADN, deux chaînes décisionnaires différentes, et peut-être que le rétex du F-35 n'a pas vraiment été capitalisé dans la Navy à l'heure actuelle. Toujours est-il, maintenant, on va voir si les F-18 continuent ce type de passe de tir ou s'ils décident d'arrêter les frais après ce que le CENTCOM a appelé un No US Aircraft Shutdown. Ce qui est vrai, mais ce qui est un petit peu tendance quand même, au vu de toutes les images qui circulent. Mais encore une fois, il n'a pas été abattu. Et ça, c'est important de le dire. Quand un avion revient, il n'est pas abattu. Maintenant, si vous voulez être précis, est-ce qu'on a des preuves qu'il est revenu ? Non. Par contre, quand on voit l'explosion, clairement, il y a quand même très peu de chances que c'est énormément gêné l'aéronef. Le dernier point quand même, pourquoi aller faire du canon plutôt que de la bombe ? Comme on l'a vu avant, peut-être parce que vous avez plus de bombe et vous estimez que vos règles d'engagement vous autorisent. L'autre point, généralement, le canon va être utilisé pour faire une action très ciblée et réduire ce qu'on appelle les coldam, les dommages collatéraux. Dans quel cas est-ce qu'on fait généralement du canon ? Si on regarde ces 20 dernières années, historiquement, accrochez-vous bien, le canon est historiquement / généralement fait en appui à des troupes au sol. Je vais vous le redire, parce que regardez toutes les histoires d'engagement de ces 20 dernières années. Un avion de chasse, surtout un avion de chasse non spécialisé dans l'attaque au sol, comme le F-18, est généralement utilisé en Afghanistan, en Irak, pour l'ouverture du feu canon, pour aider des troupes au sol, car cela vient réduire les dommages collatéraux, les risques pour des alliés autour. Il y a une sphère d'éclat qui est moindre qu'avec une bombe. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il y a des forces spéciales US qui sont dans ce port, même si ça ne m'étonnerait pas, pour être très honnête. Pourquoi ça ne m'étonnerait pas ? Parce que quand on tire des bombes sur des F-14 qui sont des épaves, je pense pas qu'ils soient à 5 bombes près, et je ne pense pas qu'ils aient fait le choix d'aller au canon pour économiser une bombe, très honnêtement. Par contre, ils ont fait le choix d'aller au canon, soit parce qu'ils avaient plus de bombes et encore des cibles, soit parce qu'il y avait besoin de réduire les coldam, parce que la cible qu'ils traitaient était très proche de civils ou très proche de troupes alliées. Et en définitive, j'ai bien dit de civils également, la grande question à se poser après ça, c'est cette acceptance du risque pour les Américains entre la mise en danger d'un aéronef à 70 millions avec un ou deux membres d'équipage à bord et la réduction de la sphère d'éclat de leurs bombes, la mitigation, comme on dit en mauvais français, la réduction de la sphère d'éclat de manière en fait à protéger des éventuels dommages collatéraux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des blessés civils ou des morts civiles, ça a tendance historiquement dans les zones du Golfe à faire 7 combattants contre vous. Peut-être que les Américains ont pris ça en compte et se sont dit il faut vraiment réduire les dommages collatéraux sur cette campagne. Maintenant, il y a d'autres moyens de faire et c'est ça qui m'étonne. Tu peux très bien y aller avec un Reaper qui va utiliser un missile Hellfire de manière à réduire. Donc encore une fois, généralement, la boucle de targeting est reine. Ça veut donc dire que tu as une cible d'intérêt, tu as un atout, un aéronef dans la zone, tu n'as pas le temps de faire venir autre chose, tu fais avec ce que tu as, tu n'as plus de bombes sous les ailes, peut-être que tu y vas au canon. Ça, moi, je trouve ça assez logique si l'estimation de la menace est faible et tu t'autorises ce type de prise de risque. Maintenant, le leurrage préventif serait quand même une bonne chose. Qu'est-ce qui peut vous empêcher à leurrer de manière préventive ? Accrochez-vous bien. Les stocks de leurre. On n'a pas un nombre de leurres illimité sur nos aéronefs. Par exemple, sur le Rafale, on n'en a pas énormément. La plupart des chasseurs, c'est pas non plus énorme le stock de leurre disponible. Tu commences à envoyer des séquences de leurre, tu fais 3, 4 passes canon, 5 passes canon. Il va plus rester grand chose, donc tu peux te faire avoir. Encore une fois, peut-être qu'il y avait des leurres qu'on ne peut pas voir, mais j'espère que tout ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Et on a déjà vu des images, c'était au-dessus de Téhéran avec des avions de combat qui manœuvrent en leurrant de manière préventive. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir nous voir sur le bassin d'Arcachon pour qu'on vole ensemble. On vous met les liens juste en dessous. Et sinon, on a Au-delà du leadership qui sort là maintenant, qui est en très très courte finale. Il nous reste encore des patchs offerts avec le numéro 551. C'est petite dédicace pour les 0,1% de la communauté qui font la précommande. On vous envoie tout ça début avril. Je vous dis à très vite sur la chaîne. On se retrouve pour parler du C-130 colombien dans peut-être demain ou après-demain, et puis après du Ka-52. Je vous dis à très vite et fly safe.